Je m'appelle Xavier Mounier, j'ai grandi à Paris, dans la banlieue parisienne, pendant 24 ans. Je me suis retrouvé dans les études à Paris, à Dauphine, en maths et en finance, ne sachant pas trop vers où aller. Et donc là, j'étais un peu esseulé parce que tout le monde était plutôt dans une recherche de comment faire pour la gestion, la finance, tout ça. Ça ne me parlait pas du tout. Et donc, je me suis retrouvé en dernière année, en 5e année, à La Rochelle, un master environnement et stratégie. Et là, ça a été une grande révélation. Et donc, je suis allé au départ dans l'économie d'énergie, les systèmes qui permettaient d'économiser de l'énergie. Ça a été mon premier métier. Et puis, du jour au lendemain, j'ai perdu l'oreille droite. Et ça a été le signal qui m'indiquait qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans ma vie. Donc, je me suis réorienté. Je me suis formé à plusieurs outils de connaissance de soi, dont l'énéagramme. Ça a été un grand coup de cœur. Et finalement, en donnant des stages d'énéagramme, je me suis retrouvé dans des lieux de permaculture. Et c'est aujourd'hui les deux formations que je donne, des formations de permaculture et d'énéagramme. L'énéagramme, c'est un outil de connaissance de soi qui propose une grille de lecture de la personnalité avec 9 façons de voir le monde, 9 façons d'interagir. C'est des stages en fait où on est 10, 15, 20 personnes et chacun part justement à la découverte de son fonctionnement interne. L'énéagramme met en lumière des dilemmes qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, des endroits où on perd de l'énergie, où on se stresse. Et donc ça évoque aussi comment évoluer pour plus de paix intérieure. Par exemple, dans mon cas, où j'étais trop dispersé, trop à la recherche de nouveautés, aller chercher davantage de sobriété. Et ça, c'est moi le chemin qui me concerne. Il y a des personnes qui vont être davantage dans une recherche de sérénité parce qu'ils sont trop perfectionnistes, d'autres qui sont trop altruistes. Et donc le sujet, ça va être davantage de revenir à eux-mêmes. Moi, vraiment, ce que j'adore, c'est cette surprise. Quand la personne se rend compte en fait de sa façon de fonctionner et qu'il y a comme ça une ouverture, waouh, ok, c'est comme ça que ça marche à l'intérieur de moi. Ça, c'est vraiment des choses qui me fascinent à chaque fois. Et donc un jour, je donnais un stage d'énéagramme en cohésion d'équipe pour une entreprise parisienne. Ils nous ont demandé de trouver un lieu dans la nature et donc j'ai atterri au Bouchot, en Sologne, qui est un éco-centre de permaculture. Moi, j'étais passionné d'environnement, mais je connaissais la permaculture qu'à travers Internet ou les livres. Et donc, je me retrouve dans ce lieu sublime où il y a 2 jardins-forêts. Il y a 36 000 définitions de la permaculture. Donc, moi, je vais vous donner celle qui me parle le plus. C'est une façon de concevoir des projets en s'inspirant de la nature. Il y a 3 grands piliers, c'est protéger la terre, protéger l'humain et partager équitablement. On va dire que quand on est dans cette démarche qui s'inspire de la nature et qu'on respecte l'humain, la terre et qu'on partage équitablement, on est dans une démarche de permaculture. La permaculture, ça peut être dans l'agriculture, ça peut être également dans l'architecture, ça peut être dans la façon de concevoir des projets associatifs, dans la santé. Donc ça ne touche pas que le potager et les arbres fruitiers. L'histoire, c'est que je suis resté 9 mois au Bouchot, dans ce lieu de permaculture. Et un jour, l'idée a germé comme ça de créer mon propre lieu. Et donc, j'avais un lieu vraiment que j'appréciais qui était à l'île de Ré, sur la presqu'île de Loie, où j'ai un ami qui était là-bas, qui avait un grand terrain de 5000 m², qui ne savait pas quoi en faire. Et donc, un jour, je l'appelle et je lui dis est-ce que ça te dit de créer un verger en permaculture? C'était en juillet 2018. On s'est lancé. Et on a planté 6 mois après 1000 arbres qu'on a réussi à faire financer avec un crowdfunding. Et donc ça, c'était le projet initial, créer un lieu pour sensibiliser aux enjeux environnementaux et à la permaculture. La première étape déjà pour planter, on avait une quarantaine d'amis qui sont venus nous aider et des locaux du village. Et puis après, au bout de 6 mois, 1 an, le confinement est arrivé. Et donc là, pour nous, ça a été une grande chance parce qu'il y avait beaucoup de jeunes dans le village qui avaient envie de nous aider. Et donc on s'est retrouvés pendant le confinement parfois à plus de 20 personnes. Ça a été vraiment un changement où le projet a pris une dynamique plus sociale. Et finalement, on s'est rendu compte aussi que le verger, tel qu'on l'avait conçu, était beaucoup trop grand. Ça a été 5000 m² à 2, c'était énorme. Et donc on a déplacé le projet en créant des jardins partagés. Et donc aujourd'hui, il y a 12 personnes du village qui ont leur but, leur espace de culture à eux. La permaculture, c'est de l'entraide.
L'idée, c'est pas juste de devenir autonome et de se débrouiller tout seul. Au contraire, c'est aller aider l'autre. Et donc, je ne vais pas dire que ça bouleverse le village, mais en tout cas, on crée des liens comme ça, on se retrouve, on échange. Il y a de la théorie, il y a de la pratique. Moi, aujourd'hui, une des plus grandes joies, c'est d'amener des gens, par exemple, qui sont curieux de l'énéagramme dans le verger. Parce qu'à la belle saison, je fais à peu près 10 stages dans le verger. Et j'ai des personnes qui ne sont pas connectées à la nature ou qui ne savent même pas ce que c'est que la permaculture, qui viennent se former et qui se retrouvent dans ce lieu. Et j'ai l'impression que ça les sensibilise et ça leur donne l'envie éventuellement de s'y mettre. Donc ça, pour moi, c'est une des plus grandes joies. Et une autre grande joie, c'est de voir, maintenant le verger, il a 4 ans, c'est de voir des arbres qui faisaient 50 cm qui aujourd'hui me dépassent et de récolter les fruits. Ça, je trouve que c'est une des plus belles choses que j'ai accomplies dans ma vie. Et d'ailleurs, le jour où on s'est lancé et on a commencé à planter les arbres, j'avais vraiment la sensation d'être connecté à eux, parce que je vis à peu près à 100 mètres du verger, et d'être le papa de 1000 petits bébés. Donc pour moi, c'était quelque chose de très fort. Et aujourd'hui, je les vois nous donner des fruits, nous dépasser. J'ose même pas imaginer dans 10 ans qu'on sera même planqué sous eux, protégé du soleil. En tout cas, ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. La difficulté, c'est la constance, c'est-à-dire chaque année relancer les semis, chaque année repailler les mêmes tâches. Et pour moi qui suis une personne tout le temps en recherche de nouveautés, c'est un vrai travail cette constance, la répétition des tâches, et en même temps c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Pour des personnes qui aimeraient se lancer dans un projet de permaculture, par exemple dans un potager ou un verger, le premier conseil c'est vraiment d'observer le lieu et d'observer son fonctionnement interne. Donc c'est pour ça que je trouve que l'énéagramme ou les outils de connaissance de soi, ils sont hyper complémentaires avec la permaculture. Parce que si je ne me connais pas bien, je suis capable de faire un projet qui est beaucoup trop grand par rapport à mes besoins, à ma capacité à être constant, à ma capacité à maintenir le lieu. Et donc ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de projets souvent qui sont beaucoup trop grands. Et le conseil que je donne, c'est souvent faire 2, 3, 4, 5, parfois même 10 fois plus petit que ce que j'avais imaginé au départ. Parce qu'il y a toujours la possibilité de faire plus grand. Alors que l'inverse, une fois qu'on a fait un projet qui est trop grand, c'est compliqué de revenir en arrière, ça implique parfois de déplanter les arbres. Voilà, faire plus petit et mieux. Il y a 1000 liens entre l'énéagramme et la permaculture. C'est dans sa façon d'aborder, ne serait-ce que comment j'arrose la plante ou la graine, ça peut révéler en moi des traits de caractère ou de personnalité. Par exemple, je peux être hyper rigoureux, voire trop rigoureux, à toujours arroser à la même heure la plante, ou ça peut être également, j'arrose trop la plante et donc finalement elle n'arrive plus à grandir par elle-même, et ça peut révéler des excès de tempérament que je peux avoir, à être peut-être trop altruiste avec les gens ou trop perfectionniste. Donc moi, évidemment, des liens comme ça, tu peux en avoir sur chaque geste que tu fais, et donc c'est aussi une façon de s'observer en train de cultiver, en train de faire du jardinage, et de s'observer sur sa façon de fonctionner dans la vie de tous les jours. Ça, je trouve ça incroyable. On fait des études, on apprend à des équations à rallonge, des trucs comme ça, et on n'apprend même pas la base de finalement qu'est-ce qui se passe en moi. Et je trouve que dans une vie de couple, dans une vie professionnelle, ça me paraît juste aujourd'hui complètement indispensable. Il y a ça comme premier élément, et le deuxième élément, c'est moi j'étais pas du tout attiré par le potager, par les mains dans la terre. Je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui a le plus de sens pour moi. Et tous les messages qu'on entend de sobriété, moi ça me paraît évident que de venir dans un lieu de nature, d'essayer en tout cas, de se lancer dans un petit potager, mais ça peut être cultiver quelques herbes sur sa cuisine, c'est un premier pas, mais pour moi qui est le début peut-être d'une magnifique aventure.